Le discours choc de Loukachenko sur les prisonniers politiques et la guerre en Ukraine. Quand Loukachenko parle, le monde écoute. Mais cette fois, ses déclarations enflamment la toile. Entre défense de son régime, pique contre l'Occident et révélations surprenantes sur la guerre en Ukraine, son discours fait réagir partout. Pourquoi Loukachenko accuse-t-il l'Occident d'hypocrisie tout en justifiant l'incarcération de figures politiques comme Maria Kolesnikova? Et que cache sa version des négociations de paix avec l'Ukraine? Restez jusqu'au bout pour découvrir des détails troublants sur cette déclaration qui bouleverse l'opinion publique. Permettez-moi de commencer par vous féliciter, Alexandre Grigorievitch. Aujourd'hui est un jour particulier pour notre pays. Vous avez voté. J'aimerais vous poser une question. Cette semaine, le Parlement européen a adopté une résolution demandant de ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle et de poursuivre les sanctions contre notre pays. Ce document, plein de fausses informations, a été publié 5 jours avant le scrutin. Pensez-vous que cela ne constitue pas une ingérence dans le processus électoral? N'est-ce pas une tentative de pression sur le peuple biélorusse, selon vous? Merci. Natalia. D'abord, permettez-moi de dire que tout cela relève d'une servilité totale envers leurs grands frères à Washington. Mais si ces personnes sont si exigeantes en matière d'élection, pourquoi ne disent-elles rien sur celle des États-Unis? Ont-elles peur? Ici, elles s'expriment librement, car elles savent qu'il n'y aura aucune conséquence, même en Amérique. Cela a fait rire certains spécialistes. Alors quand j'entends ces interprétations, que ce soit de vous ou d'autres, je réalise qu'il n'y a rien à ajouter. Vous avez parfaitement analysé la situation. Comment peut-on juger quelque chose qui n'existe pas encore? Ces gens-là, comme d'habitude, ont voulu aller vite et ont produit quelque chose dont ils devront se justifier plus tard. Mais ils ne le feront pas, car ce n'est ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Alors, acceptons cela comme un fait. Ils ont parlé, c'est tout. Et honnêtement, Natalia, qu'est-ce que cela nous a coûté? Rien. Je dirais même que ça nous a été bénéfique. Ils se sont dévoilés sous leur vrai jour. Nous savions déjà que cela arriverait. Nos opposants, ils sont combien maintenant? 5 millions? Ils ont arpenté Washington, Bruxelles et d'autres capitales, suppliant qu'on ne reconnaisse pas nos élections. Ils ont même proposé plusieurs versions de ces déclarations. Tout cela vient de leurs efforts. Mais ce genre de déclaration, franchement, ça ne vaut rien. Même si cela reflétait la réalité, ce serait zéro. Nos élections sont pour notre peuple et ce soir ou demain matin, nous aurons tous les résultats. Que cela plaise ou non, que ce soit parce qu'il y a 5 candidats ou parce que le président sortant se présente à nouveau et pourrait gagner, cela ne dépend que du peuple. Nous faisons tout cela pour nos citoyens. Les journalistes peuvent juger comme ils veulent, c'est leur droit. Merci. Nous devrons rester calmes face à tout cela et ne pas nous laisser distraire. Nous avons parlé à d'autres candidats lors de ces élections. L'un d'eux vous soutient ouvertement, un autre vous loue abondamment. Ce sont des rivaux assez particuliers, non? Mais c'est ça, le droit de choisir. C'est démocratique. Certains ont choisi l'exil ou la prison, comme vous l'avez mentionné, mais nous n'avons expulsé personne. Nous avons même ouvert le pays, et j'ai déjà dit plusieurs fois que nous ne sommes pas rancuniers. Il y a des mécanismes en place, mais ce n'est pas moi qui décide. Une commission publique est là, avec une large représentation des médias. En 2020, tout a été photographié, analysé. Ceux qui ont enfreint la loi doivent en répondre. C'est aussi cela, la démocratie. Steve, si vous aviez pris une position illégale, vous ne seriez pas ici. Et concernant votre dernière question, que les États-Unis ou l'UE ne me reconnaissent pas comme président légitime, c'est leur droit. Mais cela ne change rien ici. Si je déclarais aujourd'hui que je ne reconnais pas les élections américaines, que se passerait-il? Rien. La même chose ici. Que l'UE reconnaisse ou non nos élections, cela m'importe peu. Ce qui compte, c'est que le peuple biélorusse les reconnaisse. Si demain les États-Unis font une déclaration ou restent silencieux, cela ne changera rien. Ils ont harcelé Trump sans relâche avant son élection. Et maintenant, certains rampent pour se rapprocher de lui.
L'Europe a une situation difficile. Avec Trump, l'Europe va avoir des problèmes. Il l'a déjà dit. Vous voulez faire la guerre en Ukraine? Alors payez. Pas 2%, mais 5%. Et maintenant, vous tournez en rond, essayant de trouver une issue. Trump a divisé l'Europe, misé sur la Pologne, alors même que Polonais et Allemands sont historiquement des ennemis. C'est leur politique. Ils détruisent votre économie et ils essayent de faire la même chose avec nous, mais nous résistons. Alors Steve, ne vous inquiétez pas pour la reconnaissance de nos élections. Tout dépend du peuple biélorusse, pas de vous ou de vos institutions. Vous mentionnez souvent Maria Kolesnikova et Sergei Tikhanovsky. Encore Maria, vraiment? Bon, je vais répondre à votre question. Vous parlez de faire taire quelqu'un ou de l'enfermer. Si c'est pour le faire taire, c'est une chose. Mais s'il s'agit de prison, c'est que la personne a ouvert la bouche un peu trop grand pour parler franchement. Celui qui enfreint la loi, c'est simple. Il doit répondre de ses actes. Bien sûr, vous allez dire qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n'y a pas de prison. Pourquoi vous ne prenez jamais ces pays en exemple de manière positive? À une époque, sous mon mandat, il y avait plus de 40 000 prisonniers en Biélorussie. Aujourd'hui, ils sont moins de 20 000. C'est une amélioration, non? C'est même un bon résultat. En tout cas, ça reflète bien notre prétendue dictature. Vous nous appelez un régime antidémocratique, mais vous n'en parlez jamais comme ça. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un enfreint la loi, il doit payer. Mais même là, on ne leur ferme pas la bouche. Concernant Maria Kolesnikova et d'autres dont vous parlez souvent, je me souviens de votre question, c'est au moins la deuxième fois que vous la posez. On dirait presque que c'est un membre de votre famille. Vous m'aviez déjà demandé ça lors du sommet des BRICS, je crois. Vous disiez qu'elle était morte, qu'on ne la laissait voir personne. Honnêtement, vous m'avez poussé à me renseigner. Alors, qu'est-il arrivé à Maria? On m'a dit qu'elle allait bien. J'en ai même parlé avec mon porte-parole. Vous connaissez Steve, non? Il a enquêté, il m'a rapporté des informations. Elle va bien, elle est en bonne santé. Alors je lui ai dit, montrez-la au peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, certains ont pu la voir, même si vous mentionniez son père qui, soi-disant, n'a pas été autorisé à la voir. Par la loi, il n'avait pas le droit de la rencontrer. Elle a enfreint les règles. Il y a des règles, que ce soit en Biélorussie, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et si vous enfreignez ces règles, vous en payez les conséquences. Mais j'ai dit, écoutez, faites une exception. Laissez son père la voir. Montrez à Steve qu'elle est en bonne santé, qu'elle va bien. Vous avez vu les photos? Moi, oui. Alors, où est cette histoire de faire taire quelqu'un? Vous savez, ce genre de questions, vous n'oseriez même pas les poser au président américain ou à quelqu'un en Russie. Mais ici, vous me posez librement vos questions. Et je vous réponds tout aussi librement. Soyez raisonnable, Steve. Dans tout pays, enfreindre la loi entraîne des conséquences. La loi est sévère, mais c'est la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe dans tous les pays. Ignorer la loi ne vous protège pas de ses conséquences. Ça aussi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une règle universelle. Alors, si vous plaidez pour quelqu'un ou défendez une cause, c'est votre droit. Chez nous, ce n'est pas interdit. Vous pouvez saisir les institutions compétentes et si elles jugent qu'il faut accéder à votre demande, nous examinerons la situation. Concernant la paix en Ukraine, ce n'est pas une question à me poser. Vous connaissez ma position depuis longtemps, notamment en Turquie. Juste après le début du conflit, nous avons organisé 3 cycles de négociations sur notre territoire. Si je vous racontais en détail, ou si ceux qui étaient à l'origine de ces négociations le faisaient, vous seriez choqués. Les Ukrainiens, et particulièrement Zelensky, étaient difficiles. Par exemple, une réunion à Gomel était prévue à 11 heures du matin, et ils ne sont arrivés qu'en pleine nuit. Mes collègues voulaient partir. J'ai dû insister, restez, sinon on nous reprochera d'avoir annulé. Finalement, ils sont arrivés. Ensuite, ils ont dit que Gomel était trop proche de la frontière russe, donc dangereux. Ils voulaient aller ailleurs,
dans ma résidence à Viskuli. Pas de problème, tout a été organisé. Nature, vodka, café, tout ce qu'il voulait. Mais votre ami Zelensky, oui, votre ami. Nous avons des photos qui le prouvent. Il faisait des déclarations absurdes. Une fois, on a dit qu'il voulait frapper notre raffinerie de Mosir. Vous vous rendez compte? Une des meilleures raffineries du monde. Je n'ai jamais demandé une chose pareille. Et jamais je ne le ferai. Il a menti. Je ne voulais jamais entrer en guerre. J'ai fait tout mon possible pour éviter cela. Quant à votre question sur un dialogue direct avec l'opposition en exil, je suis prêt à y répondre. Mais sachez que nos relations avec l'Occident sont pour moi une priorité. 1855. Nous avons toujours été ouverts au dialogue avec l'Occident, y compris avec l'Allemagne, l'une des principales économies du monde. Mais vous avez refusé. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller devant vous? Répondez à nos propositions et nous dialoguerons. Les voisins sont des dons de Dieu. On ne les choisit pas. Nous n'avons pas oublié les crimes des nazis, surtout à l'approche des 80 ans de la victoire sur le fascisme. Mais nous avons trouvé des moyens de collaborer avec vous. Puis, vous avez coupé les ponts. Aujourd'hui, tout peut encore changer. Nous sommes prêts à coopérer avec l'Union européenne. Si vous avez fermé les portes, d'autres sont venus les rouvrir. Mais entre l'Allemagne et nous, il y a encore des intérêts communs. Alors, pourquoi ne pas repartir à zéro? Loukachenko commence par aborder le sujet brûlant des prisonniers politiques en Biélorussie. Maria Kolesnikova, figure emblématique de l'opposition, revient au centre du débat. Avec une pointe d'ironie, il répond à un journaliste étranger « Celui qui ouvre trop grand la bouche et enfreint la loi finit en prison ». Mais ce n'est pas tout. Il se compare aux démocraties occidentales, affirmant que les lois doivent être respectées partout, que ce soit en Biélorussie, aux États-Unis ou en Europe. Il y avait 40 000 prisonniers à mon époque. Aujourd'hui, il y en a moins de 20 000. Ce n'est pas une preuve de progrès, demande-t-il en tentant de justifier son bilan. Loukachenko enchaîne sur le sujet de la guerre en Ukraine. Il dévoile des coulisses surprenantes des négociations de paix ayant eu lieu au début du conflit. Selon lui, Zelensky faisait tout pour ralentir les discussions, arrivant toujours en retard ou exigeant des changements de lieu. Avec un ton accusateur, il critique le président ukrainien pour son manque de sérieux. Pourtant, il insiste sur son rôle de médiateur, déclarant « J'ai tout fait pour éviter la guerre. J'ai même accepté des conditions difficiles pour que les négociations continuent. » En réponse à une question sur un potentiel dialogue avec l'opposition en exil, Loukachenko préfère parler de ses relations avec l'Occident, notamment avec l'Union européenne. « Nous sommes prêts à dialoguer avec l'Europe, mais nous ne ramperons pas à genoux. Les voisins, on ne les choisit pas. Alors, pourquoi l'Europe refuse-t-elle nos propositions ?» Et là, il rappelle l'histoire. On n'oublie pas les horreurs du nazisme, mais nous avons trouvé un moyen de collaborer après la guerre. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Entre provocation, justification et appel à la coopération, Loukachenko trace sa ligne de défense. Mais ses propos divisent. Certains y voient une stratégie pour adoucir son image, tandis que d'autres dénoncent une tentative de manipulation. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette prise de parole marque-t-elle un tournant ou est-ce simplement un écran de fumée? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater des analyses sur les actualités internationales.